pouvoir d'achat a reculé de 0,9% en 2012 et même de 1,4% si l'on tient compte de la démographie. L'information a fait choc, car lorsque la consommation est atteinte, c'est le cœur de notre édifice économique qui vacille. Notre croissance et nos dépenses collectives sont bâties, on le sait, sur le socle de la démographie et du pouvoir d'achat. Emploi stable, consommation stable, recettes fiscales pérennes, c'est ce qui fait notre résistance face aux secousses du capitalisme. Et c'est ce qui fait aussi notre difficulté à relever les défis structurels. Nous savons amortir les chocs, nous ne savons pas être agiles quand il s'agit de nous repositionner, lorsqu'il s'agit de restaurer notre compétitivité. Le pouvoir d'achat s'ajuste. Serait-ce alors le début d'un rééquilibrage nécessaire? Un mal pour un bien donc. La baisse de pouvoir d'achat observée en 2012 est la seconde en ampleur après celle de 1984. C'était alors le tournant de la désindexation des salaires, celui de la restauration des marges et de la compétitivité des entreprises. Malheureusement, ce que l'on observe aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec cette période. Le pouvoir d'achat ralentit pour deux raisons: la hausse du chômage et surtout celle des prélèvements. La hausse du coût du travail participe toujours à l'érosion des marges. On a donc le mal sans le bien, ni la consommation, ni les profits d'aujourd'hui, ni les investissements de demain. Cessons de croire d'ailleurs que les salaires pourraient être la solution à la crise, celle du retour au plein emploi. Cessons autrement dit de reporter sur les salariés et les entreprises le sale boulot de l'ajustement. Keynes l'avait compris il y a longtemps, cette vision-là du marché du travail est une fiction. La modération salariale, lorsqu'elle a réussi historiquement en Allemagne, aux Pays-Bas ou dans les économies du Nord, a toujours été le fruit du dialogue social, d'une démarche concertée, tripartite, synchronisée, de longue haleine. Elle a été menée à froid. La modération salariale allemande, par exemple, a été obtenue en phase de croissance du reste de l'Europe et d'inflation positive. Elle a été relative, ce qui est plus facile. Elle a été étalée. Elle s'est faite dans un contexte de détente des prix immobiliers, principal poste de dépenses des ménages. Rien à voir avec les baisses à chaud dans un contexte d'inflation zéro et de croissance zéro. Ces baisses désordonnées, brutales, sont ultra déstabilisantes et souvent inefficaces pour établir la compétitivité d'un pays. On le voit d'ailleurs dans le sud de l'Europe aujourd'hui. Les entreprises n'ont d'ailleurs pas cette marge de manœuvre. Elles ont déjà joué sur la composante variable de la rémunération, comme partout en Europe d'ailleurs. Les PME sont de plus en concurrence avec les grands groupes pour attirer les compétences. Or, ces derniers ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes de profitabilité. Ils ne sont donc pas incités à jouer les salaires à la baisse. Enfin, ce type d'ajustement est historiquement ultra conflictuel et démobilisateur. Les entreprises américaines le savent bien. C'est d'ailleurs dans ce pays que l'on observe la plus forte rigidité salariale. La résistance est d'ailleurs logique en France, car si les coûts du travail sont élevés, ce n'est pas vrai du pouvoir d'achat du salaire après impôt, qui lui est relativement faible au regard de la norme OCDE. L'ajustement ne viendra donc pas des entreprises mais de l'État, car c'est bien les prélèvements sur le travail qui posent problème. Le record hexagonal est là, et l'ajustement est là également.